Bonjour à tous, je vous propose donc de poursuivre nos investigations dans ce sixième cours concernant les fonctions à plusieurs variables. Ce sixième cours donc fait partie d'un bloc général que j'ai intitulé Analyse vectorielle et intégrale multiple, étant donné que c'est un enseignement que vous pouvez trouver dans toutes les universités de France et de Navarre et d'ailleurs dans le monde entier, sous ce chapeau, sous cet intitulé. En tout cas, c'est l'intitulé qui lui est donné jusqu'à l'année dernière à Sorbonne Université. Voilà, donc comme je vous avais promis au cours de la séance précédente, nous allons maintenant monter en puissance très progressivement concernant cet aspect de propriété fonctionnelle des fonctions à plusieurs variables, notamment en ce qui concerne la dérivation. Et je vous avais, comment dirais-je, promis que nous allions maintenant regarder du point de vue théorique dans quelles circonstances une fonction à deux variables, par exemple, puisque c'est notre cadre de travail, eh bien, on avait vu qu'elle pouvait, cette fonction à deux variables, puis il pouvait exister des fonctions à deux variables qui admettraient des dérivées partielles en un point sans être continues. Et ce que je me propose de voir avec vous aujourd'hui, c'est dans quelles circonstances, eh bien, la fonction est elle-même continue. Et j'avais annoncé qu'il allait, comment dirais-je, en dépendre des propriétés des dérivées partielles elles-mêmes, à savoir qu'elles soient elles-mêmes comme fonctions à deux variables, des fonctions continues. Alors pour voir ces propriétés-là, nous allons d'abord commencer par un premier théorème qui va étendre très gentiment, très modestement la notion de développement limité des fonctions à une variable aux fonctions à deux variables. Et qui plus est, nous allons le faire, comme je viens de le dire, très modestement, puisque nous allons écrire le théorème qui permet de formuler un développement limité au premier ordre d'une fonction à deux variables. Voilà. Eh bien, théorème. Donc, on va écrire le résultat qui garantit l'existence d'un développement limité au premier ordre pour une fonction à deux variables. Soit f, une fonction définie dans un voisinage d'un point, qu'on va noter v de x0, y0. Voisinage d'un point donné, vous pouvez l'imaginer comme à l'accoutumée comme un voisinage carré, si vous voulez, de la forme x moins x0 inférieur à état, y moins y0 inférieur à état, comme je l'ai présenté pour ne pas perdre un certain nombre d'entre vous dès le départ avec des considérations de topologie trop générales qui n'apporteraient rien et qui, dans une première approche, véritablement seraient pénalisantes pour certains d'entre vous. Donc, un voisinage carré ou rectangle où on peut imaginer des possibilités d'élargir, d'étendre à des notions de topologie plus générales, comme certains d'entre vous le verront. Ce n'est pas en tout cas mon propos ici. Eh bien, dans ce voisinage-là, on suppose que df sur dx et df sur dy sont deux fonctions de xy qui existent, sinon je ne pourrais pas en parler. Et non seulement elles existent, mais elles sont que df sur dx et df sur dy sont continues dans le voisinage de x0, y0. Voilà. Et donc, à ce moment-là, eh bien, si ces deux dérivées partielles sont comme fonctions elles-mêmes de deux variables x, y continues, alors on va pouvoir écrire que f de x0 plus h, y0 plus k, eh bien, ça va être égal à f de x0, y0, plus h df sur dx en x0, y0, plus k df sur dy en x0, y0, et puis plus ce que je vais noter. Alors, il y a différentes manières d'écrire ce que l'on appelle le reste, en quelque sorte, ou l'infiniment petit, comme vous voulez. Je vais l'écrire d'une première manière pour qu'elle soit aussi lisible et facile de compréhension. Plus petit taux de valeur absolue de h,
plus valeur absolue de k. Je sais que certains parmi vous aussi ont quelques difficultés avec ces notations de Landau. Il n'en est rien, il faut absolument vous les accaparer, les posséder et les maîtriser dans l'écriture. Alors, avant de démontrer ce théorème, eh bien, je vais expliquer justement cette notation. Qu'est-ce que veut dire cette notation? Donc, avec, je rajoute. Donc là, on est hors théorème, hein, ça c'est le théorème. Il s'arrête là. Eh bien, avec petit o de valeur absolue de h plus valeur absolue de k, il faut comprendre que c'est une fonction de h et k. Mais au lieu d'écrire une fonction de h et k, au lieu de la noter par exemple phi de hk, on pourrait très bien, eh bien, au lieu de la noter comme ça, on lui donne cette écriture, c'est l'idée de Landau, en disant que cette fonction de h et k, lorsque vous allez la diviser par la quantité qui se trouve dans le petit o, c'est-à-dire plus valeur absolue de h plus valeur absolue de k, eh bien, cette quantité-là va tendre vers 0 quand h et k tendra vers 0, 0. Alors, on note aussi petit o de valeur absolue de h plus valeur absolue de k, eh bien, on le note d'une manière générale petit o de hk. Et puis certains notent, alors je vais mettre 3 barres hein, pour bien dire que c'est des notations. Certains notent ça autrement, certains notent ça petit o de norme du couple HK. Alors certains d'entre vous ne connaissent pas vraiment encore la notion de norme, même si vous en avez déjà entendu parler. D'ailleurs, dans le cas présent, on parle de la norme numéro 1. Car, alors ça c'est que de la notation hein, pour l'instant, parce que je ne prétends pas vous faire ici un cours sur les normes. La norme 1, c'est-à-dire la norme, ce qui permet de mesurer la taille d'un vecteur à deux composantes HK, oui, c'est bien la même chose, tout ça, eh bien, c'est par définition valeur absolue de H plus valeur absolue de K. Pour information, on aurait pu avoir une autre norme, on va la noter 2. Autre outil de mesure de la taille d'un vecteur, c'est ce qu'on appellerait la norme euclidienne, c'est valeur absolue, pardon, c'est racine carrée de H2 plus K2. Autrement dit, ce que l'on écrit ici avec ces notations-là, c'est dire que vis-à-vis d'une certaine norme, eh bien, on a un rapport qui tend vers 0 par rapport à cette fraction constituée. Autrement dit, ça veut bien dire que le numérateur, qui est une fonction de h et k inconnue, trop compliquée à expliciter parce que même d'ailleurs inconnue, mais on sait, même si elle est inconnue, on sait qu'elle va plus vite vers 0 que valeur absolue de h plus valeur absolue de k, qui quand h et k tendent vers 0, 0, le dénominateur tend vers 0. Oui, mais si la fraction tend vers 0, imaginez au numérateur une constante, et donc vous auriez 1 sur 0, c'est l'infini. Mais non, on vous dit par la notation de Landau que ce quotient tend vers 0. Ce qui veut dire que cette fonction du numérateur inconnu tend plus vite vers 0 pour que ce quotient puisse tendre vers 0. Il tend plus vite vers 0 que le dénominateur qui est valeur absolue de h plus valeur absolue de k. Dernière remarque avant de passer à la démonstration. Eh bien, vous voyez que j'ai écrit ici que ça revenait à considérer une certaine manière de mesurer par rapport à un vecteur de composante HK la taille de ce vecteur. Et vous pourriez me dire, oui, mais est-ce qu'on aurait pu prendre une autre manière de mesurer? Réponse oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'on note ici petit o de HK et des fois on écrit petit o de norme de HK sans même préciser la norme. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Le résultat ne dépend pas de la norme? Eh bien oui, il ne dépend pas de la norme. Parce qu'on pourra démontrer, vous verrez dans un autre cours, d'ailleurs, dans l'un des blocs de cours que je propose sur l'analyse mathématique des équations en dérivées partielles, je vais introduire ces notions de normes pour être à disposition de ces futures analyses, je dirais, introductives, avec beaucoup de modestie sur l'analyse mathématique des équations dérivées partielles, mais vous verrez pour ceux qui verront très intéressant. Vous verrez en tout cas ces notions de normes et vous comprendrez que à partir du moment où vous mesurez la norme d'un vecteur de R2, de composante HK ou XY, c'est pareil bien entendu, d'une manière ou d'une autre, les propriétés en tout cas qui sont concernées, notamment ici par le développement limité,
reste inchangé. On dit que les normes sont équivalentes parce que le secret de la profondeur de la mathématique qui est cachée derrière, c'est qu'en fait, on est avec des vecteurs à 2 composantes, à 3 composantes ou à n composantes. Vous verrez dans certains cours, et encore une fois dans le bloc que je vous propose, qu'en dimension finie, R2, Rn, toutes les normes sont dites équivalentes. Et c'est une définition très précise, ce qui permet ici d'écrire la même chose avec quelque chose de plus général. On l'écrit petit o de HK en fait. La notation qui absorbe toutes les manières de mesurer en quelque sorte ce comportement, eh bien c'est celle-là en fait. La notation véritablement générique, c'est celle-là. Voilà. Donc, vous fermez une parenthèse. Je ferme la parenthèse sur ce que je viens de dire à propos des normes. Oubliez si ça vous semble trop général et peut-être trop complexe, mais je voulais quand même le préciser. Pour ce qui nous intéresse, on a ici un reste dont le comportement comme fonction de HK tend vers 0 lorsqu'on le divise par valeur absolue de H plus valeur absolue de K. Ça, c'est concret et c'est clair. Du coup, eh bien, on comprend en quoi consiste la démonstration qui nous importe maintenant. Preuve. Preuve. Si cette fonction de HK, notée de cette manière-là, si lorsqu'on divise cette fonction-là par valeur absolue de H plus valeur absolue de K, et qu'on arrive à démontrer que cette fonction tend vers, divisée donc, tend vers 0 quand HK tend vers 0, 0, alors l'écriture ici aura lieu, sera validée en quelque sorte. Cela veut dire qu'il faut constituer la combinaison de ces 4 quantités, f de x0 plus h, y0 plus 4, moins f de x0, y0, moins h df sur dx en x0, y0, moins k df sur dy en x0, y0. Ça, c'est cette quantité de cette combinaison de ces 4 termes qui doit être un petit o de. Donc cette combinaison-là, lorsqu'on va la diviser par valeur absolue de h plus valeur absolue de k, on doit être en mesure de montrer qu'effectivement, le rapport tend vers 0. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on va commencer par former la première partie de cette combinaison, f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0. Je pourrais retrancher les deux autres quantités, je vais le faire après. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Et donc, cette différence-là, quelque part, doit me faire apparaître le petit o, enfin un comportement comme un petit o, donc il faudra que je divise, on est bien d'accord, par valeur absolue de h plus valeur absolue de k, et puis ces dérivées partielles devraient apparaître, puisque j'ai pris juste ces deux premiers termes dans la combinaison de ces 4 valeurs de f et de dérivées partielles en x comme en y. Alors cependant, il y a, pour pouvoir évaluer cette différence-là, manifestement, il y a l'hypothèse sur les dérivées partielles continues qui doit jouer un rôle central. Ben oui, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Ben oui, ici vous avez le point x0, y0, et vous avez fait bouger et x et y. x0 plus h, le coup de pouce, le fameux coup de pouce du professeur André Havez pour la variable x, l'autre coup de pouce qui vit sa vie indépendamment de h, qu'on appelle k dans la direction y. Et donc là, on a la nouveauté de la fonction à 2 variables. Oui, mais non. On a une fonction à 2 variables dont on a des informations sur les dérivées partielles. C'est-à-dire, on a à notre disposition, quelque part, la possibilité d'utiliser les développements limités de fonctions à une variable, puisque je vous rappelle qu'une dérivée partielle, c'est fixer l'autre variable, ou l'ensemble des autres variables s'il y avait plus de deux variables, mais là, il n'y a qu'une autre variable. Ce qui veut dire que pour évaluer cette différence-là, je vais me ramener à ce qui est finalement la source de cette généralisation, c'est-à-dire les fonctions à une variable. Comment je fais ça? Eh bien là, ici, comme je l'ai mentionné, ce n'était pas anodin, ce n'était pas innocent, les deux variables bougent. Je vais faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une seule qui bouge. Par exemple, x. Donc, ça veut dire que je vais écrire que c'est égal à f de x0 plus h, y0 plus k. Et puis, je vais faire bouger que x. Donc, si x a bougé, c'est qu'il était en x0 avant. Mais par contre, je ne touche pas à y0 plus k.
Oui, mais vous allez me dire, vous avez dit que c'est égal. Ce morceau-là n'existait pas, donc il faut le rajouter. Absolument, je le rajoute. F de x0, y0 plus k. Et puis, je ne dois pas oublier le moins f de x0, y0. Si je regarde ce que je viens d'écrire, l'égalité évidemment correcte, mais vous voyez que ici, y0 plus k n'a pas bougé, et je fais bouger x, et là, de la même manière, x0 n'a pas bougé, et je fais bouger y en y0, de y0 à y0 plus k. Pour la première quantité, donc j'ai deux différences. J'ai cette première différence, je vais l'évaluer tout de suite, et après je vais évaluer cette deuxième différence. Pour cette première différence, où y ne bouge pas, je fais la remarque suivante. La fonction qui a x associe f de x et de y0 plus k. C'est une fonction que d'une variable. Cette fonction, par hypothèse de l'énoncé du théorème, est une fonction dérivable dont la dérivée est continue. Et dérivable dont la dérivée est continue. Tout ça, évidemment, dans le voisinage de x0, y0. Ici, c'est dans le voisinage de x0, partie prenante du voisinage de x0, y0. Vous avez compris. Puisque y0 plus k, eh bien, k n'est pas trop grand. D'ailleurs, il doit tendre vers 0 dans cette histoire-là pour pouvoir écrire ce développement limité, puisqu'on a un comportement quand h et k tendent vers 0. Donc là, en fait, on est dans le voisinage dès lors que x est au voisinage de x0. Et donc, cette fonction est dérivable. Mais c'est une fonction à une variable. Elle admet donc, si elle est dérivable et dont la dérivée est continue, elle admet donc, cette fonction, elle admet donc un développement limité que je vais écrire dl1, c'est-à-dire à l'ordre 1 comme fonction d'une variable, la variable x. Deux points. Quel est ce développement limité? Eh bien, je vais écrire, donc puisque c'est ça qui m'intéresse, je vais écrire que f de x0 plus h, y0 plus k, c'est égal à f de x0, y0 plus k, plus la dérivée, plus h, plus k fois, non pardon, plus h, c'est h qui bouge, plus h fois la dérivée de cette fonction par rapport à x. Mais c'est la dérivée partielle de f par rapport à x au point x0, y0 plus k. Et puis plus h fois une fonction qui est une fonction qui dépend de h, mais aussi de k, puisque l'écriture dépend de k, avec limite quand h tend vers 0, de epsilon de hk égale à 0. D'ailleurs, je vais l'appeler epsilon 1. Vous allez comprendre dans un instant la raison de cette première fonction. Donc ça, je n'ai rien fait d'autre que d'écrire le développement limité à l'ordre 1 d'une fonction à une variable qui est cette fonction. Voilà. Et je peux le faire parce que la dérivée de cette fonction à une variable, qui est ni plus ni moins la dérivée partielle par rapport à x de petit f au point considéré, eh bien, pour tous les points considérés dans le voisinage, encore une fois, de ce point de x0 pour x voisin de x0, y étant fixé à y0 plus k, eh bien, ça, je peux le faire parce que la fonction petit f admet une dérivée partielle en x, qui est ni plus ni moins la dérivée de cette fonction-là, qui est une fonction continue. Donc, j'ai son développement limité à l'ordre 1 qui m'est disponible, qui m'est accessible comme fonction à une variable. J'ai envie de dire de même, donc ça c'était pour le premier morceau, c'était pour celui-là. Pour celui-là, j'ai besoin de parler de la fonction qui fait varier y. La fonction qui a y associe f de, vous voyez, x0, y, est dérivable, virgule, de dérivée continue à dérivée continue, pour faire court
à dérivée continue. Donc, je vais pouvoir écrire l'équivalent du premier développement limité. Donc, elle admet cette fonction de y, elle aussi, comme fonction d'une variable, vu qu'elle est dérivable comme fonction d'une variable à dérivée continue. Ça, c'est la deuxième hypothèse du théorème. Eh bien, elle admet, elle aussi, un développement limité à une variable. Et donc, c'est ce qu'on va écrire. C'est ce qu'on va écrire. Je vais faire de la place parce que vous allez voir qu'il va nous falloir encore un peu d'écriture pour aboutir au résultat final. Mais ce n'est pas bien méchant. C'est plus de la consistance d'écriture. Il ne faut rien oublier. Il ne faut rien oublier en cours de route. Donc, rien oublier au cours de route. C'est-à-dire qu'on a ici la première, quelque part, la première différence, en quelque sorte, qui est évaluée. Il suffit de faire passer f de x0, y0 plus k ici, et on a la première quantité. Et puis là, maintenant, pour la deuxième, vu que la deuxième fonction est elle-même dérivable, je vais pouvoir écrire, donc, alors, f de x0, y0 plus k. Je vais pouvoir dire que c'est f de x0, y0. Vous voyez bien la différence. Alors, plus quoi? Eh bien, plus k fois la dérivée de cette fonction-là par rapport à y, c'est la dérivée partielle de petit f par rapport à y au point x0, y0. Et comme j'écris le développement limité de cette fonction à une variable, plus k fois epsilon de. Alors, ici, il y a par contre, h était fixé ici, pardon, k était fixé ici et h bougeait, c'est pour ça que j'ai mis ici le reste comme fonction de h et k. Dans cette écriture, vous n'avez pas de h. Donc, je devrais écrire rigoureusement plus epsilon de k. Mais une fonction d'une variable, je peux la regarder comme sous l'angle d'une fonction à deux variables, dont la deuxième variable est inexistante. Je prends la fonction phi de x égale x, je peux très bien dire que c'est la fonction psi de xy qui vaut toujours x, la variable y étant absente dans l'expression de cette fonction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais pouvoir rajouter h ici de manière fictive, avec mon explication, de manière à avoir une écriture, j'ai envie de dire, symétrique à l'écriture précédente. Donc encore une fois, ici, le h n'a aucune raison d'être, si ce n'est pour la décoration florale. Voilà, on est dans la décoration florale. Avec la preuve, eh bien, que limite quand k tend vers 0, vous voyez l'équivalent de cette propriété-là, de epsilon 2 de h et de k égale 0. Donc ces deux quantités vont me servir à évaluer ces deux différences. Alors, autant ici je suis assez satisfait, et vous aussi je pense, parce qu'on voit bien apparaître dans cette différence k fois la dérivée partielle en y au point qui convient. Par contre ici, dans cette écriture-là, on a h fois la dérivée partielle en x, mais pas au bon point. Alors, de nouveau, on va utiliser, avant de consolider tout ça, la propriété de cette dérivée partielle par rapport à x qui est continue. Or, df sur dx est continu, on va dire, dans le voisinage de x0, y0. Cela me permet d'écrire la chose suivante. La dérivée partielle, on va dire, limite quand k tend vers 0, de cette dérivée partielle df sur dx au point x0, y0 plus k. Eh bien, puisque la fonction est continue, c'est df sur dx en x0, et je fais tendre k vers 0, ça me donne x0, y0. Je fais un petit aparté qui est, comment dirais-je, fort utile dans un certain nombre de cas pour d'autres situations, mais aussi pour celle-là. Finalement, rappelez-vous, quand on vous dit qu'une fonction est continue, ici la dérivée partielle, ça veut dire que vous échangez limite et la fonction. Limite de la fonction en un point, c'est la fonction de la limite en ce point. Vous connaissez ça? Eh bien oui, c'est ce qu'on a fait. Parce que ça, hein, c'est juste pour vous faire prendre conscience,
c'est df sur dx en x0. Et c'est quoi y0? Eh bien, c'est la limite quand k tend vers 0 de y0 plus k. Voilà. Ça, c'est juste pour que vous compreniez un peu plus. Ça, c'est la définition de la continuité, parce qu'en fait, on a bien échangé limite et la dérivée partielle, et là, vous le voyez d'autant plus. La dérivée partielle au point de la limite. Voilà. Donc ça, c'était juste un aparté. Dans tous les cas, cette écriture me permet d'écrire, écriture qui permet d'écrire, c'est une bonne idée, que df sur dx en x0, y0 plus k, eh bien, c'est ni plus ni moins que df sur dx en x0, y0, plus, et écoutez la différence, quand k tend vers 0, les deux sont égaux, hein, c'est bien ça qui est écrit. Donc plus une fonction, une troisième fonction de k, qui quand k tendra vers 0, eh bien cette fonction tendra vers 0, c'est bien ce qui est écrit ici. Alors de nouveau, ça ne dépend pas de h, et pour des raisons de symétrie, j'ai introduit pour la décoration florale une dépendance factice, fictive, vis-à-vis de h. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le réinjecter ici. Et donc faire apparaître le point df sur dx en x0, y0, comme ici on avait le df sur dy au même point, celui qui apparaît dans le développement limité du théorème que je vous ai écrit au début de cette séance. Donc on a donc, si je reprends l'écriture qui est là-bas, que f de x0 plus h, y0 plus k, c'est égal à f de x0, y0 plus k, plus h fois, j'ouvre un crochet, cette dérivée partielle-là, elle est là. C'est celle-ci, hein, on est bien d'accord. Donc, plus df sur dx, au point justement qui nous intéresse, à condition de rajouter un terme reste perturbateur ou tendant vers 0, infiniment petit, quand k tend vers 0. Je ne l'ai pas écrit, hein, je vais le mettre entre parenthèses avec limite de epsilon 3 de hk, je ne l'ai pas écrit, hein, égale 0, quand k tend vers 0. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Voilà. Donc ça, c'est pour ce terme-là, et il reste plus h epsilon 1 de hk, plus h epsilon 1 de h et de k. Alors on y est, un peu de courage. On a, à la place de cette égalité, donc je vais pouvoir effacer, on a cette dernière-là, qui est ici. À la place de cette, comment dirais-je, deuxième différence, on a cette quantité-là, donc on va former la somme de ces deux différences pour évaluer la différence qui nous intéresse dans le développement limité de notre fonction à deux variables. Et vous allez voir que, comment dirais-je, on y est pratiquement du premier coup. Alors, je vais écrire dès cette ligne la quantité qui m'intéresse, c'est-à-dire f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0. C'est-à-dire, cette première différence, mais cette première différence, je l'ai par cette ligne-là. Donc, ça vaut f de x, ça vaut, pardon. Donc, le f, il est dans le terme de la différence, c'est donc juste h. On a donc juste h df sur dx en x0, y0. On a un epsilon 3 de hk. Et on a, fermé la parenthèse, et on a plus h epsilon 1 de hk. Hein, si vous voulez vraiment garder, j'ai envie de dire la tête froide, tout ça, c'est ni plus ni moins que, eh bien c'est encore écrit ici, f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0 plus k. C'est-à-dire exactement cette quantité-là. Très bien. Et à ça, il faut que je rajoute la deuxième. Mais la deuxième, elle est écrite ici.
il suffit de dire que c'est cette quantité moins celle-là qui vaut le reste. Donc plus K fois df sur dy en x0, y0, et on y est presque, plus K fois epsilon 2 de hk. Voilà. Un dernier effort et on a terminé. On a terminé parce que vous voyez ce que vous pouvez réorganiser cette dernière ligne pour faire apparaître les premiers termes du développement limité au premier ordre, c'est-à-dire h fois la dérivée partielle en x, k fois la dérivée partielle en y. Hein? On va le voir tout de suite. Donc, on a bien, regardez, h fois la dérivée partielle en x, on a bien k fois la dérivée partielle en y. Donc, si j'appelle cette égalité-là, je vais l'appeler étoile. Eh bien, j'ai donc... Ah, il y a encore un petit peu de traits à effacer. Voilà, on va garder ici une séparation. Oh, je vais réécrire, là, ça vaut le coup. Au lieu de l'appeler étoile, je vais réécrire. Donc, on a f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0, égale, eh bien, je le disais, h fois df sur dx en x0, y0, plus k fois df sur dy en x0, y0. Et puis, il reste tout le reste. Qu'est-ce que c'est le reste? On a un h epsilon 3. On a un h epsilon 1. Donc, on a plus h. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des fonctions qui tendent vers 0. Alors, je vais appeler ça h epsilon 4 de hk. La fonction h, la fonction epsilon 4, c'est epsilon 1 plus epsilon 3. Les deux tendent vers 0, la somme tend vers 0. Ce n'est pas la peine de complexifier, là où c'est très simple. Et puis il reste plus k epsilon 2 plus k epsilon 2 d'une fonction aussi qui tend vers 0 quand h et k tendent vers 0. Donc, moralité de l'histoire, on a que f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0, moins h, c'est le propos initial de mon explication pour le petit taux de Landau, le petit taux de valeur absolue de h plus valeur absolue de k, on y arrive, moins k, df sur dy en x0, y0. Il faut maintenant le diviser, ça, par valeur absolue de h plus valeur absolue de k. On est bien d'accord. Eh bien ça, si je divise par valeur absolue de h plus valeur absolue de k, ça va me donner donc h epsilon 4 de hk plus k epsilon 2 de hk. Et évidemment divisé, puisque c'est ça le propos de la notation Landau, par valeur absolue de h plus valeur absolue de k. Donc si cette quantité tend vers 0 quand h et k tendent vers 0, mais comme cette quantité, ce n'est rien d'autre que ça, si j'arrive à montrer que ça tend vers 0 quand h et k tendent vers 0, on a terminé. Et on va le montrer très simplement. Or, alors je veux montrer que ça tend vers 0. Ben écoutez, je vais le considérer en valeur absolue pour que je sois au numérateur au même niveau que le dénominateur qui est en valeur absolue, puisque c'est une somme de termes positifs. Pourquoi? Ben parce que je vais dire que valeur absolue de h, epsilon k, 4 de hk, plus k, epsilon, on l'avait appelé 2 de hk, oui, divisé par valeur absolue de h, valeur absolue de k, eh bien, c'est inférieur ou égal à quoi? Alors, je vais le faire tout doux pour que tout le monde suive. C'est inférieur ou égal à valeur absolue de h, valeur absolue d'epsilon 4. Oh, je vais laisser hk des fois que certains oublient la dépendance, plus valeur absolue de k, valeur absolue de epsilon 2 de hk. Et ceci divisé par valeur absolue de h plus valeur absolue de k. Eh bien,
je vais tout simplement dire que c'est inférieur ou égal ça à quoi? Valeur absolue de H, donc fois valeur absolue d'epsilon 4 de HK, eh bien je vais dire que ça c'est inférieur à valeur absolue de H plus valeur absolue de K. C'est-à-dire que je vais rajouter, donc je vais augmenter par des termes positifs, valeur absolue de H, epsilon 4, je vais dire que c'est inférieur ou égal à valeur absolue de H plus valeur absolue de K, le tout fois valeur absolue d'epsilon 4 de HK. Je répète, oubliez le reste et oubliez le dénominateur, je vais l'écrire dans un instant, ça va sans dire. Non, ben non, il y a bien une parenthèse là, pourquoi je l'efface? Valeur absolue de H, valeur absolue d'epsilon 4, est bien inférieure à valeur absolue de H plus valeur absolue de K, epsilon 4 de HK. Je rajoute un terme qui est positif, donc j'obtiens quelque chose qui est plus grand. Et ce que je viens de faire ici, je vais le faire évidemment de l'autre côté. À valeur absolue de K, je vais rajouter, à valeur absolue de K, valeur absolue d'epsilon 2, je vais rajouter valeur absolue de H plus valeur absolue de K, qui était déjà là, le tout fois valeur absolue d'epsilon 2. Vous avez compris que artificiellement, je fais ce rajout, parce que ça, tout ça, c'est divisé par valeur absolue de H plus valeur absolue de K. Autrement dit, la quantité qui m'intéresse est inférieure, après simplification, par valeur absolue d'epsilon 4 de HK plus valeur absolue de epsilon 2 de HK. Et cette quantité-là tend vers 0, évidemment par définition, quand H et K tendent vers 0, 0. Par définition de ces fonctions epsilon 2, 3, 4 que j'ai introduites, par les développements limités du premier ordre des fonctions à une variable que j'ai introduite également au début ou en cours de démonstration. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que cette quantité-là, qui est positive, est inférieure à une quantité qui tend vers 0 quand HK tend vers 0, 0. Lemme du gendarme, théorème du sandwich, comme vous voulez, on dit l'inverse en général. Et donc, ça veut bien dire que cette quantité-là tend vers 0 quand H et K tendent vers 0. Mais si cette quantité-là, en valeur absolue, tend vers 0 quand H et K tendent vers 0, ça veut dire que celle-là tend vers 0 quand H et K tendent vers 0. Belote, rebelote, 10 de Der, une propriété éminemment simple, extrêmement utile. Si vous avez une fonction psi de x qui en valeur absolue tend vers 0 quand x tend vers x0, évidemment que psi de x elle-même, dans la valeur absolue, ne peut pas faire autrement que de tendre vers 0. C'est un résultat qui se démontre trivialement. Et donc, si cette quantité-là tend vers 0 quand HK tend vers 0, grâce à cette majoration que je viens de terminer, ça veut bien dire que ce qui est là tend vers 0 quand H et K tend vers 0. Mais cette quantité-là tend vers 0 quand HK tend vers 0 veut dire, par définition, donc il n'y a rien à comprendre, que le numérateur, c'est un petit o du dénominateur. C'est la définition de petit o. Et donc on a, pour terminer, exactement, on a bien démontré, je ne vais pas le réécrire, mais tout est écrit au tableau. Cette quantité-là tend vers 0. Par le théorème des gendarmes, cette quantité-là en valeur absolue est coincée entre 0 et quelque chose qui tend vers 0. Cette quantité-là tend vers 0 quand HK tend vers 0, 0. C'est-à-dire celle-là sans la valeur absolue. C'est-à-dire celle-là. Ça veut bien dire, que f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0, moins h df sur dx en x0, y0, moins k df sur dy en x0, y0. Ça veut bien dire que comme c'est divisé par cette quantité qui, le tout, cette fraction tend vers 0 quand HK tend vers 0, 0, ça veut dire par définition que c'est un petit taux de valeur absolue de H plus valeur absolue de K. Plus valeur absolue de K. Plus valeur absolue de K. Et on a donc, vous voyez, la formule du développement limité qui est établie.
Dernière chose avant de vous laisser méditer sur cette démonstration. Elle est extrêmement instructive pour ceux qui parmi vous feront du calcul différentiel. Donc j'efface pendant que je vous parle pour vous mettre le dernier commentaire. Elle est extrêmement instructive sur ces manipulations de petits taux et sur le fait de bien comprendre quel est l'enjeu de la démonstration. C'est-à-dire de démontrer que cette quantité divisée par ce qui est dans le noyau du petit taux, vous voyez, dans la parenthèse, eh bien par construction, il faut montrer que ça tend vers 0. Et donc, on a pu y arriver grâce essentiellement à la continuité des deux dérivées partielles du premier ordre, qui sont des fonctions à deux variables continues. Et donc, on a pu en disposer pour partiellement en x comme partiellement en y se ramener à des fonctions d'une variable et donc décrire les développements limités à une variable, dont on se doutait bien d'ailleurs qu'elles étaient la source finalement de l'extension d'un développement limité de la fonction à deux variables, voilà, petit f de xy. Remarque, ou j'ai envie de dire corollaire, allez, carrément, corollaire de cette écriture-là, cette écriture-là ou de l'écriture du développement limité. Je vais le réécrire. De cette écriture-là, je vais l'écrire d'abord l'énoncé, puis vous allez voir que la démonstration est immédiate. Si f admet des dérivées partielles continues au voisinage d'un point, alors on y arrive, f est continue, et oui, ça y est, f est elle-même continue au voisinage de x0, y0. La démonstration, elle est sur la ligne d'en haut. Elle est sur la ligne du développement limité. À partir du moment où le développement limité a été obtenu grâce à cette propriété de continuité des dérivées partielles, eh bien, comment dirais-je, la propriété de continuité de la fonction elle-même en découle. Il suffit de dire, oui, c'est vrai, car limite. Eh bien, quand h et k tendent vers 0, 0, de quoi? De f de x 0 plus h, y0 plus k. C'est égal à quoi? Je voudrais montrer que c'est f de x0, f de x0, y0. Mais la limite, donc ça, c'est égal à ça. Toute cette combinaison, donc f de x0 plus h, y0 plus k, vous l'avez dans l'énoncé du théorème, c'est quoi? C'est f de x0, y0, qui ne dépend pas de h et k. Donc quand h et k tendent vers 0, il reste bien ça, à droite. Ici, df sur dx, la fonction des dérivées partielles existe et est bornée. Donc ça, d'abord, ça ne dépend ni de h ni de k. Donc c'est un nombre. Donc ça tend vers 0 quand h tend vers 0. h et k. Et ça, par symétrie, ça tend vers 0 quand k tend vers 0 avec h. Donc il reste du côté droit le petit taux. Mais quand h et k tendent vers 0, le petit taux de valeur absolue de h plus valeur absolue de k tend vers 0. Rappelez-vous mon propos dès le départ de comprendre ce que c'est un petit taux de ce qui est à l'intérieur. Puisque quand on va diviser par ce qui est à l'intérieur, on va obtenir 0. C'est donc que le numérateur tend vers 0. Sinon, vous allez avoir un problème pour que la fraction tende vers 0. Revenez au début de la vidéo, j'ai expliqué ça longuement. Je répète quand même, le petit taux de n'importe quoi tend vers 0. Pourquoi? Parce que le petit taux de cette quantité, quand vous la divisez, quand vous le divisez, ce petit taux par cette quantité, vous obtenez 0. C'est par définition du petit taux. Ça veut bien dire que le numérateur tend vers 0. Parce que s'il ne tendait pas vers 0, le rapport ne tendrait pas vers 0. Merci. Donc, il ne reste rien. Ça tend vers 0 aussi. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. F de x0 plus h, y0 plus k, c'est égal à tout le reste, mais quand h et k tendent vers 0, il reste que ça. J'ai presque envie. Donc, ça veut bien dire
que f est continu en x0, y0. Et donc, regardez bien maintenant la dernière chose, c'est que dire que la fonction est continue en x0, y0, vous m'auriez dit, mais non, je voudrais plutôt évaluer la limite quand x, y tend vers x0, y0 de la fonction f de x, y. Et c'est ça qui devrait être égal à f de x0, y0. Vous auriez envie de me dire ça, mais je vais vous dire que vous avez raison. Simplement, si j'oppose x moins x0 égale h et y moins y0 égale k, je le mets entre parenthèses. Dans cette limite, eh bien cette limite s'écrit en h et k. Quand x tend vers x0, ça veut dire que h tend vers 0. Quand y tend vers y0 dans cette limite, ça veut bien dire que k tend vers 0. Donc c'est bien sûr la limite quand h et k tend vers 0, 0. De quoi? De f de x. Oui, mais x, c'est x0 plus h. Et y, c'est y0 plus k. Donc évidemment, l'écriture qui est ici traduit bien la continuité au point x0, y0, de la même manière que la propriété, j'ai envie de dire, fondamentale, primordiale que vous connaissez, à savoir d'évaluer cette limite-là et de montrer dans tous les cas de figure que l'on obtient la valeur de la fonction au point considéré. Donc, si f admet des dérivées partielles continues au voisinage de x0, y0, j'ai écrit f est elle-même continue au voisinage de x0, y0. Oui, je démontrerai et on pourrait étendre cette démonstration. Elle est donc continue ici au point x0, y0. C'est ce qui a été démontré. Et on pourrait de même généraliser et étendre ce résultat-là pour tous les points où la dérivée partielle est continue. En fait, c'est ça le résultat. Une fonction peut ne pas être continue et admettre des dérivées partielles en un point. Ce corollaire vous dit, attention, si la fonction admet des dérivées partielles continues en un point ou continues dans un voisinage, en particulier au point, alors la fonction elle-même est continue au point x0, y0. C'est ce que je viens de vous démontrer. Je vous laisse avec les pensées les meilleures et une santé maximale pendant cette période qui a l'air de reprendre malheureusement une mauvaise direction. Faites attention à vous. À très bientôt.